Ya, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a esta primera charla de la Noche de las Ideas con Imaginación al Poder. Un placer tener con nosotros a dos científicos muy importantes, uno francés, otro mexicano. Un français et un mexicain. Et tous deux vont parler d'un thème qui, me semble-t-il, est l'essence même de la science, c'est-à-dire la sublimation de l'imagination. Ce qui est évidemment un mélange de la science et de l'art. La science et l'art sont les deux piliers fondamentaux pour comprendre le monde, l'univers, et ce sont les deux piliers fondamentaux pour l'éducation. Donc l'imagination est le point de départ de n'importe quelle recherche scientifique et est aussi le point de départ de n'importe quelle réalisation artistique dans n'importe laquelle des manifestations de l'art. Et donc nous allons céder la parole tout d'abord à notre visiteur français qui a un nom qui est difficile à prononcer. C'est Marc Lachiez. Ok. Et lui est astrophysicien d'origine. Il se consacre à la physique théorique. Il fait une chose extrêmement bizarre pour tout le monde, même pour les scientifiques, qui s'appelle gravité quantique. Et il se consacre à la cosmologie et son travail est un travail essentiellement théorique. C'est des physiques mathématiques et ce qui l'intéresse, c'est les constructions qu'il faut faire pour comprendre l'évolution de l'univers et pour comprendre aussi comment peuvent s'unir les forces de la nature. Donc, s'il s'agit de l'imagination, quoi de plus approprié que de parler de ce genre de choses. Mais ne vous inquiétez pas, il ne va pas parler de choses inaccessibles, il va certainement parler du fait que le temps n'existe pas. Je ne sais pas s'il va parvenir à vous convaincre. Marc, je te cède la parole. Bonjour à tous et à toutes. No voy a hablar español. No voy a hablar español, discúlpenme, pero me parece que tiene una traducción automática. Fondamental en physique, et on pourrait dire que les deux piliers de la physique, peut-être même de toute la science, ce sont l'imagination et le doute. Deux choses qui sont d'une certaine manière opposées, mais qui également vont ensemble. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la physique? Bien souvent, on construit des modèles, par exemple un modèle du Soleil ou un modèle de l'univers ou un modèle de l'atome, des molécules. On construit des modèles ou des théories, comme la théorie de l'électromagnétisme, la théorie de la gravitation. Et ces théories s'expriment avec des lois. Et finalement, je pense qu'une théorie, c'est une image du monde, une image qui n'est pas complète, parce que la théorie ne permet pas de tout expliquer. Mais par exemple, la théorie de la gravitation va permettre évidemment d'expliquer les phénomènes gravitationnels qui sont partout dans l'univers, qui sont sur notre Terre et qui sont dans les galaxies, entre les galaxies. Et quand on construit une théorie, je crois qu'on imagine une image du monde. Puisque dans imaginer, il y a image, je pense qu'en espagnol c'est la même chose, on retrouve la racine. Donc on bâtit une image du monde. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir d'une part comment on va bâtir cette image du monde. Ça c'est le travail du physicien. Le physicien doit bâtir une image du monde. Comment va-t-il bâtir cette image du monde? Je vais essayer de donner quelques clés. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait avec cette image du monde? Parce que si j'imagine le monde à ma manière, peut-être que ce ne sera pas du tout pertinent. Peut-être que ça ne va pas du tout nous aider à comprendre la réalité. Donc, il va y avoir une étape de confrontation avec la réalité. Je construis une image du monde, mais je dois comparer mon image du monde à la réalité. Comment? En faisant des prédictions, en faisant ensuite des observations, des expériences qui vont me permettre de tester si l'image que j'ai construite
est bien semblable au monde réel, parce que le but du physicien, c'est finalement de comprendre, de décrire le monde réel, ce qui ensuite va lui permettre de faire des prédictions, par exemple. Si je lance un satellite dans une fusée, je dois pouvoir prédire quel est le mouvement que va prendre la fusée, le satellite. Par exemple, il doit tourner autour de la Terre, ou il doit aller jusqu'à la Lune ou jusqu'à une autre planète. Eh bien, normalement, en appliquant les lois correspondantes de la physique, les lois de la gravitation, les lois de la dynamique, je dois être capable de prédire le mouvement de mon satellite et je dois donc ajuster la puissance de mon moteur, la manière dont je vais le gérer, de manière à ce que la trajectoire de mon satellite soit ce que je veux qu'elle soit. Mais pour ça, j'ai besoin d'une théorie, j'ai besoin d'une image du monde, j'ai besoin de savoir comment, dans le monde réel, les phénomènes gravitationnels se déroulent. Et ça, précisément, c'est la théorie que j'ai imaginée qui doit me le dire. Et cette théorie, bien entendu, je dois la confronter aux expériences. Au XVIIe siècle, Newton a inventé la théorie de la gravitation. Finalement, il a inventé une image du monde dans laquelle il a inventé l'image d'un monde où les corps s'attirent les uns les autres. Et peut-être que vous savez que Newton était très intéressé par l'alchimie. Et dans l'alchimie, il y a des notions d'attirance entre les corps, il y a des notions même, on peut presque parler d'amour, parce que dans l'alchimie, bien entendu, il y avait quelque chose d'extrêmement humain qu'on ne retrouve plus beaucoup dans la science d'aujourd'hui, ni dans la physique, ni dans les mathématiques. Et c'est justement pour ça que la science s'est séparée de l'alchimie. Mais cette notion d'attirance, cette notion d'affinité qui était dans l'alchimie, eh bien Newton l'a utilisée pour construire son image du monde, et ça a été très fructueux puisqu'il est arrivé à la notion de gravitation. Il a pu formuler cette notion de gravitation comme une loi précise, cette notion qu'il avait imaginée. Ensuite, il a été plus loin que son imagination parce qu'il l'a formulée grâce aux mathématiques. Et quand on fait des mathématiques, on invente aussi, on imagine aussi. On imagine des structures, on imagine des théorèmes. Je pense que mon collègue en parlera tout à l'heure. Et Newton, vous savez peut-être qu'il a dû lui-même imaginer les mathématiques aussi dont il avait besoin pour exprimer sa théorie. Donc il imagine cette notion de gravitation, ensuite il doit la formuler d'une manière précise, de manière à pouvoir travailler avec elle, de manière à pouvoir l'appliquer. Pour cela, il a besoin d'une mathématique, parce que finalement, les mathématiques, c'est une manière d'exprimer notre imagination. Parce que si j'imagine que les corps vont interagir entre eux d'une certaine manière, cette manière, il faut que je la formalise, il faut que je l'exprime d'une manière précise. Et pour ceci, je vais aller chercher dans les mathématiques. Parce que dans les mathématiques, j'ai des notions de vecteurs, j'ai des notions de fonctions, j'ai des notions de géométrie. Et par exemple, Newton, il va imaginer aussi que l'univers, le cadre de l'univers, c'est un espace, c'est du temps. Et cet espace, il l'imagine bien sûr, mais ensuite, il va le représenter par l'espace géométrique, par l'espace de la géométrie. Donc une partie du travail de Newton, ça a été d'imaginer l'espace physique et ensuite, ce qu'il avait imaginé, de le décrire par l'espace de la géométrie mathématique. Ça a été d'imaginer la gravitation et d'ensuite d'écrire cette gravitation, de décrire cette loi avec des mathématiques, avec des vecteurs, avec des fonctions, avec des lois, des équations mathématiques. Donc l'imagination joue ici un grand rôle. Ce qu'il faut tout de suite dire, c'est que quand on veut construire, quand on veut imaginer, il faut se méfier des impressions premières que nous pouvons recevoir en observant le monde. C'est-à-dire, si je regarde le monde, je vois des choses, j'entends des choses, je peux détecter des choses. Et il y a une tendance qui est que j'ai l'impression quelquefois que le monde, c'est exactement ce que je vois. Eh bien, ça, c'est le grand ennemi de la physique.
Il faut se méfier de ces impressions premières parce que nous savons qu'il y a des illusions d'optique, nous savons qu'il y a des illusions auditives, il y a même des illusions du toucher. Et si on ne fait pas attention, et c'est pour ça que le physicien, le scientifique en général, doit toujours être très vigilant, il doit toujours douter de ses impressions premières, parce que si je crois que le monde est exactement comme je le vois d'une manière un peu naïve, eh bien je ne vais jamais arriver à construire une théorie qui le représente. Et en fait, on s'aperçoit que quand on regarde l'histoire de la physique, quand on regarde les grands noms de la physique, Newton, Einstein, mais je pourrais les citer presque tous, il faut aller contre son intuition. Et il faut finalement avoir ce qu'on peut appeler une transgression. Il faut aller contre les idées reçues. Et de toute façon, si on veut parler d'imagination, quand on imagine quelque chose, c'est bien que ce quelque chose, il n'est pas là devant vous, puisque vous devez l'imaginer. Vous devez faire un acte intellectuel. L'imagination, c'est ça. C'est créer quelque chose, créer une image que vous ne voyez pas. Parce que si vous la voyez, vous ne l'imaginez pas. Si vous regardez un paysage, vous n'imaginez pas ce paysage. Mais si vous êtes dans votre chambre, vous fermez les yeux et vous allez les rouvrir et dessiner quelque chose, à ce moment-là, ce paysage, par exemple, là, vous l'avez imaginé. Eh bien, en physique, c'est pareil. Il faut imaginer une vision du monde qui n'est pas celle que vous avez a priori. Et par exemple, quand Einstein a fait ce travail absolument génial au début du XXe siècle d'inventer la théorie de la relativité, il a fallu qu'il donne une image du monde qui n'était pas celle qui était apparente. Il a dû transgresser les idées reçues. Comme on dit quelquefois, il a dû se poser des questions qu'il n'avait pas le droit de se poser d'une certaine manière, et il a dû trouver une réponse qui n'était pas du tout la réponse ordinaire, la réponse usuellement admise. Par exemple, on peut dire que le fondement de la relativité chez Einstein, c'est d'avoir compris que le temps n'existait pas, j'y viens, et évidemment, nous avons tous l'impression que le temps existe. Nous avons tous l'impression que le temps s'écoule et qu'il rythme nos existences et qu'il rythme celles de tous les objets. Eh bien, Einstein a osé aller contre cette idée. Il a osé imaginer que le monde puisse être sans que le temps s'écoule. Il a fallu cette transgression, il a fallu qu'il ose avoir cette transgression pour imaginer un monde qu'il allait ensuite décrire par sa théorie de la relativité générale. Donc vous voyez que cette imagination, bien sûr, elle fait appel à l'intuition, parce que Einstein, il a fallu qu'il ait l'intuition de ce monde. Alors l'intuition, comment on a l'intuition d'une nouvelle image du monde, d'une nouvelle idée? Malheureusement, ça, on ne le sait pas. Tous les philosophes, tous les historiens se sont penchés sur, évidemment, le cas d'Einstein, parce que c'est un des cas les plus représentatifs, les plus importants dans l'histoire de la physique. Mais chaque fois que quelqu'un fait une découverte, on peut se demander comment a-t-il fait cette découverte? Eh bien, en général, même celui qui fait la découverte, il est incapable de répondre. Certains physiciens, certains mathématiciens disent qu'ils ont eu quelquefois les idées en rêve ou dans un état semi-éveillé. Peut-être vous connaissez ce livre d'Arthur Koestler qui s'appelle « Les somnambules », et il a donné ce nom à un recueil, en fait, où il raconte plusieurs découvertes très importantes en sciences, en physique, en mathématiques. Et il a appelé le livre « Les somnambules » parce que, effectivement, ces découvreurs, ceux qui ont découvert des nouvelles théories, des nouvelles visions du monde, eh bien, ils disent presque tous qu'ils ont découvert ces théories, ces nouvelles structures, ces nouvelles images, dans un état qui était un peu entre le rêve et la vigilance, un peu une sorte d'état de somnambulisme. Donc ce livre d'Arthur Koestler s'appelle « Les somnambules ». Donc nous avons cette part d'intuition qui est liée à l'imagination, cette part de transgression, et puis quelque chose qui est, à mon avis, assez intéressant, l'idée de la beauté, parce que quand on imagine quelque chose, je crois qu'il y a une tendance qui nous porte à imaginer quelque chose de beau, quelque chose d'harmonieux.
Alors, qu'est-ce que c'est que la beauté? Qu'est-ce que c'est que l'harmonie quand on l'applique aux mathématiques ou à la physique? C'est quelque chose d'assez difficile à définir, mais quand on discute entre physiciens, en général, on est assez d'accord pour décider qu'une théorie, une équation, une solution, elle est belle ou elle n'est pas belle. Par exemple, les physiciens sont tous d'accord pour dire que la théorie de la relativité est une belle théorie. Peut-être tout à l'heure, mon collègue parlera de la beauté en mathématiques, parce qu'on dit aussi en mathématiques qu'il y a des théorèmes qui sont beaux, il y a des démonstrations qui sont belles, et il y en a d'autres qui sont moins belles. Donc c'est quelque chose qui est assez difficile à définir, mais chez les mathématiciens, chez les physiciens, on a une assez bonne notion de ce qui est beau, de ce qui n'est pas. Et lorsque j'imagine une nouvelle théorie, ou lorsque j'imagine une solution à un problème, eh bien, je vais me dire, est-ce que cette solution, elle a une chance d'être une bonne solution? Eh bien, il va falloir, bien sûr, si je suis physicien, que je la confronte au monde réel en faisant des observations, en menant des expériences, mais également, il y a cette notion de beauté. C'est-à-dire, si la solution ou si la vision du monde que j'ai imaginée est belle, j'ai tendance à croire que c'est un signe de vérité, c'est un signe qu'elle va être bien adaptée au monde. Et il y a un physicien qui est un des découvreurs de la physique quantique. La physique quantique au XXe siècle a été découverte par toute une série de physiciens, c'est une sorte de travail collectif. Et il y a un de ces physiciens qui s'appelle Dirac qui a dit « Je préfère une équation ou une théorie qui est belle, même si elle est fausse, plutôt qu'une théorie qui est vraie, mais qui n'est pas belle. » Alors évidemment, ça paraît un peu exagéré, mais en fait, Dirac, en 1920, il a trouvé une nouvelle équation. Bon, il y avait un problème à résoudre dans ces années-là, c'est qu'on commençait à avoir découvert la physique quantique, Einstein avait aussi découvert la relativité, et on n'arrivait pas à mettre ensemble ces deux visions du monde. Et Dirac a fait un grand pas dans cette voie, dans les années 1920, en découvrant une équation qu'on appelle aujourd'hui l'équation de Dirac, qui finalement réussissait à harmoniser un petit peu, pas complètement, mais à harmoniser la physique quantique et la relativité. Et cette équation de Dirac, donc, il la trouvait très belle. Et c'est vrai que pour des tas de raisons, il y a des symétries là derrière, tout le monde juge que cette équation est très belle. Le problème, c'est qu'elle paraissait complètement fausse. Elle paraissait complètement fausse parce que de cette équation, il résultait une conséquence très bizarre, c'est que, en plus de toutes les particules qu'on connaît, il devait y avoir dans le monde des tas de particules qu'on ne connaissait pas. Et même à chaque particule qu'on connaissait, le proton, le neutron, l'électron, devait être associé une particule. Et ça faisait beaucoup de particules qui n'existaient pas. Donc tout le monde a dit « cette équation est fausse ». Et Dirac se défendait en disant « non, elle est tellement belle, elle doit être juste ». Et 10 ans plus tard, à peu près, eh bien, on a découvert ces nouvelles particules. C'est ce qu'on appelle les antiparticules. Elles existent. Donc, vous voyez, cette équation, si Dirac n'avait pas eu ce critère de la beauté, qui est lié à son imagination, il l'aurait rejeté, et finalement, sans doute, on n'aurait jamais découvert les antiparticules. Donc, je crois que le temps qui m'est imparti est écoulé. Mais donc, je reviens sur ce que j'ai dit. Vous voyez, l'imagination, elle est nécessaire. Parce que si vous voulez construire une théorie de la gravitation, une image du monde en cosmologie, si vous voulez construire un modèle cosmologique comme les modèles de Big Bang, avant de le formaliser, avant de le décrire mathématiquement, eh bien, il faut l'imaginer, il faut l'avoir imaginé. Il y a tout un travail que nous ne maîtrisons pas. Parce que justement, aujourd'hui, les ordinateurs, ils permettent de faire des tas de calculs, c'est extrêmement utile, mais un ordinateur ne sait pas imaginer. Et par exemple, en mathématiques, eh bien, on peut faire des calculs avec les ordinateurs, mais jamais un ordinateur ne va imaginer un théorème. On peut faire des programmes qui vont concevoir des théorèmes, mais ils n'ont pratiquement aucune chance d'être intéressants, d'être pertinents. Et on n'a aucune chance non plus qu'un ordinateur trouve une théorie physique nouvelle parce qu'il lui manque précisément l'imagination. Donc, pour faire de la physique, de l'imagination, et n'oubliez pas aussi la contrepartie,
le doute. Je crois qu'il faut douter de tout, douter de ses impressions, douter de la pertinence des résultats qu'on trouve, parce qu'évidemment, quand on trouve quelque chose, on a toujours tendance, c'est humain, à penser que c'est la bonne solution. Eh bien, il faut douter, il faut mettre à l'épreuve tout ce que nous imaginons, c'est la loi, c'est la dure loi de la physique et de la science en général. Merci. Muchísimas gracias, Marc. Merci beaucoup, Marc. La symétrie est effectivement quelque chose de très important. La symétrie dans la physique est fondamentale et le travail de Dirac n'est autre chose que l'application d'un sens esthétique symétrique qui lui a permis d'ouvrir une porte qui aujourd'hui est une porte qui nous a permis de comprendre énormément ce que sont les forces de la nature. Mais maintenant, nous allons voir les choses à partir de la perspective d'un mathématicien, un jeune mathématicien, Oybin Arroyo, qui est une personne ayant obtenu son doctorat au Brésil. D'ailleurs, le lieu où il était un lieu qui aurait pu penser qu'il n'obtiendrait jamais son doctorat. Il était à Rio de Janeiro et malgré tout ce qui l'attirait de partout, il a quand même fini son doctorat. Et aujourd'hui, il est un mathématicien qui travaille dans l'Institut des mathématiques de l'UNAM. Il s'occupe des systèmes dynamiques et il a travaillé aussi dans la partie qui concerne la diffusion de la science et l'esthétique associée aux mathématiques. Il a travaillé à la construction de la salle de mathématiques du musée Universum et aussi peut-être plutôt dans la reconstruction de la salle mathématique du musée Universum. Allez-y, je vous invite à y aller. C'est une salle qui a été rénovée, qui est extrêmement belle. Et bon, Oybin a été l'une des personnes qui a employé son imagination à rénover cette salle. Pour ceux qui sont dehors, passez, n'ayez pas peur. Il y a beaucoup de sièges libres ici devant. Le temps que je passe le micro à Oybin, s'il vous plaît, vous êtes ici chez vous, sentez-vous libre de passer. Il y a beaucoup de sièges pour tous ceux qui se trouvent derrière, qui se trouvent à l'arrière. Eh bien, Oybin, je te cède la parole. No se oye. No se oye. C'est un peu bizarre, n'est-ce pas, de parler de l'imagination dans les mathématiques. Si j'étais arrivé dans mon cours de mathématiques quand j'étais petit, dire à mon professeur, lui disant « Moi, j'imagine que la solution, c'est ça », j'aurais été recalé. D'ailleurs, c'est arrivé à certaines reprises. Parce que, bon, il y a deux manières différentes de penser les mathématiques. Il y en a une qui consiste à résoudre des opérations super sophistiquées, des multiplications à 37 chiffres avec une virgule décimale ou tirer la racine carrée à la main. Ou bien une autre manière de penser les mathématiques, c'est d'utiliser vraiment les mathématiques pour résoudre des problèmes, de vrais problèmes. Donc, de les utiliser pour la génie, etc. Et donc, on peut aussi créer les mathématiques. On peut créer les mathématiques que personne n'a inventées ou créer les mathématiques qui ont déjà été inventées. C'est un peu comme un jeu, comme lire et écrire la poésie. Donc, moi, je vous avais dit deux manières de penser la mathématique, trois types de mathématiciens, mais en réalité, il y en a trois. Non, bon, il y en a deux. Et ceux qui savent compter et ceux qui ne savent pas. Et Marc parlait de rêver les mathématiques, de l'imagination qui est fondamentale pour les mathématiques. Et je me rappelle, à Rio de Janeiro, il faisait très chaud et j'étais très inquiet pour mon doctorat. Et un jour, j'ai rêvé la solution.
J'ai tout rêvé, c'était parfait. Et quand je me suis réveillée, j'arrivais plus à me souvenir de la solution. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et ça aurait été incroyable parce que le théorème était super fort. Mais je voudrais parler de la troisième manière de faire des mathématiques et qui me ressemble le plus. Et là, il s'agit de créer, découvrir, recréer les mathématiques. Et là, l'imagination joue vraiment un rôle super important. Imaginer quelque chose, c'est comme essayer de faire rentrer dans la tête quelque chose qui n'existe pas. Peut-être qu'on nous l'a raconté, peut-être qu'on l'a inventé. Et bon, dans les mathématiques, quand on les pense comme un jeu où on dit, bon, je vais inventer quelque chose, je vais découvrir quelque chose, eh bien, il y a des règles, et parfois des règles très dures. Si on n'accepte pas les règles, on ne peut pas jouer. Il y a par exemple une règle importante, une règle de la géométrie. Certainement, vous vous en rappelez. Si on vous donne un triangle, si on le met au tableau, et si on vous dit ça mesure tant, ça mesure 27, combien mesure l'autre côté? La moitié parmi vous doit se rappeler au moins qu'on lui a enseigné à un moment donné tout cela. Donc, que la somme des angles mesure 180. Donc, si on parle de l'imagination au pouvoir, d'un monde possible où... Est-ce qu'on peut imaginer un monde possible où cette règle ne fonctionnerait pas? Ce serait un peu bizarre, non? Ce serait comme aller contre le professeur de mathématiques du collège. Mais si on s'assoit dans une ville en Équateur, je ne sais pas si vous connaissez la ville qui s'appelle Moitié du Monde. Et c'est la seule ville qui est exactement sur l'équateur. Et si vous marchez vers le nord, tout droit, vous pourriez arriver au pôle Nord. Ça y est, vous êtes arrivé au pôle et vous pourriez choisir une autre direction et marcher vers le sud, tout droit sans perdre la ligne, jusqu'à retraverser l'équateur. Ces deux chemins, l'équateur, dessinent un triangle. Combien de degrés, combien font les degrés internes si on les additionne? Donc, si vous marchez vers le nord, ça fait 90. Et quand vous arrivez à l'équateur, c'est encore 90. Donc, ça fait déjà 180. Et l'angle du haut, là, ça ferait plus de 180. Donc, votre professeur du collège n'avait pas raison. Il vous disait que ça faisait 180 degrés exactement. Mais là, ça ne fonctionne pas. Bon, l'imagination ne veut pas dire qu'on va aller contre toutes les règles de la géométrie. On pourrait dire, ah, je vais inventer ma géométrie sur la sphère ou ma géométrie sur les surfaces plates. Est-ce que je peux inventer n'importe quelle géométrie? Non. Les mathématiques disent, bon, il y a une logique. Il y a un théorème qui dit il y a seulement 3 géométries possibles sur 2 dimensions, le plat, la sphère et l'hyperbolique. Vous devez l'avoir vu, mais vous vous en rappelez pas. Vous avez certainement dû voir les dessins de Escher, ces papillons. Là, c'est la géométrie d'Escher. Et là, les triangles, si vous calculez les angles, ça ne fait pas non plus 180. Mais bon. Donc, on ne peut pas abuser non plus. Trop tordre les règles. Ce serait génial, non? Si dans les mathématiques, on pouvait inventer n'importe quelle chose comme dans la littérature, ce serait génial, non? Dans la littérature, on peut dire il y avait un éléphant rose avec 2 trompes. Et oui, donc voilà, vous avez le droit d'écrire ça, qu'il y a un éléphant avec 2 trompes. Vous devez l'écrire, sinon ça n'existera pas dans la littérature. Mais dans la mathématique, il n'y a pas que la grammaire qui nous encombre, mais aussi la logique. La logique nous empêche d'imaginer n'importe quoi d'étrange. Les règles de la logique sont plus dures. Ou tout du moins, elles laissent moins d'espace pour l'imagination. Par exemple, c'est logique. Si vous avez 5 pots de biscuits, 1, 2, 3, 4, 5, ils sont tous pleins. Vous y mettez tous les biscuits que vous aimez le plus. Et une personne demande, est-ce que vous pouvez prendre un biscuit de chaque pot? Vous allez dire, oui. Ben oui, non? Ça a l'air simple.
Tu en prends 1, 2, 3, 4, 5. Donc, tu prends un biscuit de chaque pot. Et tu dis, oui, j'ai pu. Mais si c'était 27 pots ou 10 milliards de pots, mais oui, c'est toujours possible. C'est logique. Je dis là quelque chose de très bête. Mais imaginez qu'on a une infinité de pots, plein de biscuits. Aucun des pots n'est vide. Et votre mission est de démontrer que vous pouvez tirer un biscuit de chaque pot pour faire une collection de biscuits. Il faut essayer de prouver ça en mathématiques. C'est impossible. La logique ne le permet pas selon les axiomes de la théorie des ensembles. Et vous dites, oui, mais bon, c'est logique, non? Il y a des mathématiciens qui imaginent les mathématiques où cela n'est pas possible. Il y a d'autres mathématiciens qui imaginent les mathématiques où effectivement tu peux le faire. Tu peux toujours choisir, même si tu as une infinité de pots, un biscuit de chaque. Mais c'est une folie. C'est totalement bête. Bien sûr que ce qui est logique, c'est qu'on puisse le faire. Mais c'est très bizarre. Les mathématiciens qui croient ou qui imaginent les mathématiques où l'on peut choisir un biscuit d'une infinité de pots de biscuits doivent faire face à un problème. Une conséquence logique de croire que cela arrive, c'est quelque chose d'invraisemblable que personne ne peut imaginer. Si vous prenez une orange ou mettons un fruit plus grand, une pastèque, est-ce qu'il y a une manière de couper la pastèque en morceaux, en 27 morceaux, une quantité finie de morceaux de pastèque? Et est-ce qu'on pourrait faire comme si c'était un casse-tête, remettre ensemble les morceaux et obtenir 2 pastèques de la même taille? C'est un théorème. Un théorème qui est la conclusion de croire qu'on peut choisir une chose, qu'on peut prendre quelque chose d'une infinité de pots, d'une infinité d'ensembles. Vous pouvez imaginer qu'on peut partager la pastèque en 2 pour en faire 2 pareils. C'est un nombre fini. Tu remets les pièces ensemble et tu as une pastèque de la taille du soleil. Il y a des personnes qui disent ça. Il faut de l'imagination mathématique pour comprendre que ça a du sens en réalité. Mais bon. Ça s'appelle le paradoxe de Banach-Tarski. Et les gens pensent que l'élection est possible. Le problème, c'est l'infini. Si c'est 5 pots, c'est facile. Mais si c'est une infinité de pots, c'est moins facile. Imaginez l'infini, c'est quelque chose de vraiment compliqué. Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qui est une quantité infinie de choses? Est-ce que vous pouvez l'imaginer? C'est un ensemble. Un ensemble est infini si cela contient à l'intérieur autant d'éléments que le total. Imaginez un chèque de peso infini, aller dans un magasin et payer avec ce chèque. La personne peut dire, mais je n'ai pas de monnaie. Et vous pouvez dire au monsieur, mais si, exact, le chèque que je viens de vous donner, vous pouvez me le donner comme si c'était ma monnaie. Bref, l'imagination, l'infini et les mathématiques jouent un rôle très important là-dedans. Toute cette histoire m'a été racontée par Alberto Vejovsky, que tu connais certainement. Il m'a dit, imagine que tu peux faire un nœud avec une balle dans un espace de dimension 4. Ah, je n'ai plus que 2 minutes. Je vais juste vous raconter l'histoire et je vais vous montrer aucune image alors. Si vous avez le collier de votre grand-mère, à quel point est-ce que vous pouvez faire des nœuds avec le collier de votre grand-mère? J'ai besoin de votre imagination. Ce que me disait Alberto, c'était la chose suivante. Prends ton collier de ta grand-mère, fais un nœud. Et le collier de ta grand-mère est fait de perles, des perles qui reflètent le monde comme un miroir. Et le truc des miroirs te permet d'imaginer un collier avec beaucoup plus de nœuds que ce que tu as imaginé. Je ne sais pas
pas si vous pouvez faire passer les premières deux images. Qu'est-ce que je veux dire quand je parle d'un nœud? Ce n'est pas les nœuds des chaussures, non. C'est une manière de fermer le cercle dans l'espace. Là, c'est noué. Ça, c'est une autre version. Ça, c'est un autre nœud. Maintenant, ça, c'est un nœud assez simple. On ne peut pas le dénouer, mais ça a l'air assez simple. Si on prend le collier de la grand-mère avec un nœud comme celui-ci, on ne voit presque pas la perspective, mais on parvient quand même à voir le schéma. C'est une version un peu étrange du collier de la grand-mère. Les paires sont plus grandes, mais bon, ça nous donne une idée quand même. Donc ça passe par en dessous, par en dessus. Si on imagine maintenant que les perles sont un miroir, on peut voir à l'intérieur de chacune d'une des sphères le reste du collier reflété. C'est une version un peu plus grosse où on peut voir comment dans chacune des sphères on voit le collier dedans. Et là, il y a un piège dans les mathématiques entre refléter et faire rentrer dedans. Bon, c'est différent. Bon, il y a une inversion et on a une fonction qui ressemble énormément à ce reflet. Et donc, si en termes mathématiques, on regardait ce qu'il y a à l'intérieur de la sphère bleue, on peut voir une copie du nœud juste à l'intérieur de cette sphère. Et on peut le faire avec toutes les sphères. Si dans chacune des sphères, on regarde la copie reflétée, nous obtenons un collier qui, dans chaque tour, a un nœud plus compliqué. Donc le même nœud se répète, mais on arrive au lieu où on a commencé. On a un collier de la grand-mère avec beaucoup plus de perles et beaucoup plus de nœuds. Et là, encore une fois, on peut faire la même chose. À l'intérieur de chaque perle, on peut faire une copie de ce collier avec plein de nœuds qui se répètent encore et encore. Comment est-ce qu'on peut imaginer ceci? Dans la réalité, bon, où est-ce que nous arrivons? Quelle est la limite? Si nous répétons, 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 ou une fois que l'infini rentre là-dedans, si tu rentres dans un ascenseur qui a des miroirs qui se reflètent l'un l'autre, tu te répètes, l'image se reflète et se reflète, fait une mise en abîme. Et donc ici, c'est une courbe infiniment nouée partout. Donc, comme c'est difficile à imaginer, on essaie d'utiliser l'ordinateur et d'autres outils pour voir quelques approximations. Ça, c'est une version plus élégante. C'est quand ma mère avait de l'argent. Et ici, on voit qu'il en manque une. Et ici, on répète ça dans chacun des pas. Ça, c'est une autre version du même. Et on voit ici, bon, c'est un nœud plus compliqué. On voit comment ça se répète à l'intérieur. Et je pense que la dernière, c'est la suivante, en effet. Et donc, ceci se répète et se répète à l'infini. Voilà. Avec cela, je termine. Merci beaucoup. Bon, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle José Franco, je suis physicien. Et on m'a demandé d'être modérateur. Et avant de céder le micro à vous tous pour que vous fassiez des commentaires ou des questions, je voudrais vous dire deux petites choses très rapidement. La première est que en mathématiques, les mathématiciens définissent, imaginent et construisent ce qu'ils vont étudier.
Donc, c'est une chose que les les domaines de connaissances ne peuvent pas faire, pas toutes. On invente les thèmes d'études. Et si on commence à se rendre compte, il y a toute une série de domaines où cela se répète. Et effectivement, l'imagination est peut-être la quintessence de la recherche scientifique. Mais définitivement, il y a des règles et des règles très importantes qui doivent être suivies. Et donc, il y a un travail très compliqué où l'imagination et la rigueur doivent coexister à tout moment pour pouvoir créer des nouvelles connaissances en relation avec le monde dans lequel nous vivons. Et l'autre chose qu'on voulait commenter, c'est que oui, il y a des infinis, mais les infinis sont différents les uns des autres. Il y a des infinis plus grands que d'autres infinis. Et l'étude qui est faite des nœuds, des infinis, des fractales, etc., en mathématiques, semblerait être de la science-fiction. Mais c'est de la connaissance réelle. Donc moi, je terminerai avec ça et je vous cède la parole si vous avez un commentaire ou une question. Et nous avons 5 petites minutes pour commenter. Perdón, sin micrófono no puede haber traducción. Perdón, no escuché la... Ah, ok. Récemment, dans des films de science-fiction comme Alien, etc., on utilise la ressource de congeler les passagers. C'est une manière de... Bon, parce qu'il y a eu une apocalypse ou un manque de ressources. Donc les astronautes peuvent faire un grand voyage sans mourir parce qu'ils sont congelés. Mais il existe dans les lois du cosmos, exprimées par Albert Einstein, et continuées par la suite, le fait qu'il ne serait pas possible de construire cet appareil pour congeler, pour faire hiverner cet être humain pendant une longue période. S'il existait le point où il y avait où il voyageait à la vitesse de la lumière, ce voyage deviendrait une question de minutes, par exemple, d'une galaxie à l'autre. Mais l'énergie requise pour cela, actuellement, avec nos modèles, avec nos budgets d'exploitation d'hydrocarbures, etc., c'est impossible de l'imaginer à court terme. Alors, donc à travers, je ne sais pas, de la fusion quantique ou d'autres modèles, en combien de temps pensez-vous qu'il serait possible que la civilisation humaine puisse parvenir à ce niveau de technologie requise? Et une chose de plus, pensez-vous que cette voie va provenir du financement public, comme l'Institut où vous collaborez, ou pensez-vous qu'au contraire, ça va être un financement privé? Comme maintenant, il y en a. Je vais vous demander d'être très bref avec vos questions. Il y a plusieurs choses dans votre question. Premièrement, la congélation, bon, ça n'est pas un problème de physique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut congeler un être vivant et puis ensuite le ranimer? Bon, aujourd'hui, ça n'est pas possible, sauf pour certaines spores, certaines graines. Bon, je ne suis pas biologiste. Donc aujourd'hui, c'est impossible, mais ça n'a rien à voir avec la physique. Et ça sera peut-être un jour possible, mais je ne suis pas qualifié pour vous répondre là-dessus. En revanche, sur la durée des voyages, ce que nous dit la relativité, alors le temps n'existe pas, bien sûr, mais les durées existent, mais ces durées n'ont rien à voir avec ce que nous dirait notre intuition, justement, notre intuition qui pense que le temps s'écoule. Je vous donne un exemple. Si vous voulez aller sur une étoile très lointaine, en imaginant que nous ayons la technologie qui nous permette de faire ça et qui permette d'aller à une grande vitesse, il est tout à fait... Alors,
Une étoile, ça se situe à des années-lumière et peut-être à des dizaines, des centaines d'années-lumière, ce qui veut dire, dans le langage courant, que la lumière va mettre une centaine d'années pour parvenir jusqu'à nous depuis cette étoile. Pourtant, si vous allez vers cette étoile dans un vaisseau spatial qui va assez vite, vous n'allez pas plus vite que la lumière, parce qu'il est interdit d'aller plus vite que la lumière. Néanmoins, pour vous, le voyage peut durer une semaine si vous allez assez vite. Vous voyez, c'est les paradoxes de la relativité générale, c'est que la durée que vous ressentez pour aller dans cette étoile lointaine, la durée que va indiquer votre horloge ou votre montre à bord, n'a absolument rien à voir avec le temps que va mettre le voyage, avec la durée que va mettre le voyage pour un observateur terrestre. Par exemple, supposons que vous fassiez un voyage jusqu'à une étoile lointaine et vous revenez, vous arrivez sur Terre, mettons 10 ans après, mais bien que vous arriviez sur Terre 10 ans après, pour vous ne s'est écoulé une durée que de 1 mois ou 1 an. Ça, c'est ce que nous dit la relativité, c'est très clair. Nous n'avons pas la technologie pour faire ça aujourd'hui. Est-ce que nous l'aurons un jour? Je ne pense pas, parce qu'il faudrait, pour que ça se produise, atteindre des vitesses très élevées d'une part, et deuxièmement, pour atteindre une vitesse élevée, il faut subir une accélération. Or, l'organisme humain ne peut pas résister à une accélération qui dépasse 5 ou 6 fois celle de la pesanteur. Donc je crois que la réponse est non, c'est impossible. Même si on mettait tout notre budget du monde entier là-dedans, on aura beaucoup de mal. Demander quelle serait une théorie qui n'est pas belle et comment pourrait-on considérer qu'une théorie n'est pas belle? Quel est le critère? Ah, une théorie qui n'est pas belle. Alors, justement, c'est très difficile de donner un critère, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais les physiciens, les mathématiciens sont souvent assez d'accord. Alors, il faut savoir aussi que cette idée de la beauté d'une théorie, de la beauté du monde, ça nous vient de très loin, ça nous vient aussi des Grecs. Et ce que disaient les Grecs, c'est que une théorie ou un objet mathématique ou physique, il est beau quand il est symétrique. Par exemple, lorsqu'on s'intéresse aux solides, il y a des solides qui sont plus symétriques que d'autres. On les appelle les solides platoniciens parce que Platon s'y intéressait beaucoup. Il y en a 5, je ne vais pas vous les énumérer. Et puis, il y a un corps qui est encore plus beau que les autres, c'est la sphère, parce que la sphère, elle est complètement symétrique. Ça veut dire quoi? Qu'elle est complètement symétrique. Vous pouvez la faire tourner comme vous voulez, ça sera toujours la même sphère, elle aura toujours le même aspect. Donc, il y a cette idée qui nous vient des Grecs, qui nous vient de Pythagore, qui nous vient de Platon, que la beauté est liée à la symétrie. Et en physique, aujourd'hui, il y a des symétries partout. Dans toutes nos théories physiques, il y a des symétries. Si vous regardez la physique des particules, ce qu'on appelle le modèle standard de la physique des particules, qui nous explique ce que sont les particules élémentaires et comment elles sont classées, eh bien, c'est toujours en fonction de symétrie, à tel point que ce modèle de la physique des particules, on lui donne un nom, on l'appelle U1, U2, SU3. Pourquoi? Parce que ce sont les noms des groupes de symétrie qui nous permettent de classer les particules. En relativité, on a des symétries qui s'appellent les symétries de Lorentz ou des symétries comme ça, qui sont partout dans la théorie, on ne les voit pas. C'est pour ça que cette théorie est jugée très belle. C'est pour ça parce qu'il y a des symétries. Et en physique des particules, les symétries ne sont pas tout à fait parfaites. Donc il y a beaucoup de gens qui disent la physique des particules d'aujourd'hui, finalement, elle n'est pas encore arrivée à être une théorie très belle et il faut chercher encore. Et effectivement, on sait qu'elle n'est pas complète et qu'il faut aller plus loin, peut-être chercher des nouvelles symétries. Muy bien, muchísimas gracias, Marc. Yo creo que han sido magníficas respuestas. Merci Marc, ça a été de magnifiques réponses, mais il n'est jamais parvenu convaincre le public et encore moins le modérateur que le temps n'existe pas. Donc merci, un applaudissement pour nos deux intervenants.